Le un coup KO promis par la majorité présidentielle au Niger n'aura pas eu lieu. Mohamed Bazoum, candidat du parti au pouvoir, est contraint au second tour de l'élection présidentielle par une opposition qui pourtant s'avançait en dispersé. C'est Maman Ousmane, l'ancien chef de l'État nigérien, qui décroche le ticket pour affronter le président du parti au pouvoir. Pas forcément parmi les candidats favoris à ce scrutin, Maman Ousmane semble avoir récolté des fruits du soutien à lui accordé par le modèle Falumana de Hama Amadou. Quelle lecture faire des scores annoncés par la commission électorale? Quid des résultats des élections législatives? Peut-on saluer la mise en œuvre de la démocratie au terme de ce premier tour? Ce n'est pas forcément l'avis de l'opposition qui, à travers des partis de la coalition CAP 2021, compte déposer des recours, notamment pour des cas de fraude que ces partis-là ont dénoncé. Niger, second tour de la présidentielle en février. Qui, du régime ou de l'opposition, pourra l'emporter? C'est le thème de l'émission du jour. Bonjour à toutes et merci de nous réitérer votre fidélité. À nos côtés, pour en parler, Patrick Armand-Pouillon, bonjour. Bonjour. Vous êtes coach en politique de développement et gestion de crise face à Wemé Tchefa, bonjour. Bonjour. Vous êtes sociologue, expert en stratégie de développement. Wemé Tchefa, après question est pour vous. Vous avez suivi le déroulement du scrutin. Quelle est votre lecture de la journée de vote? De la journée de vote, vous demandez. J'ai observé que les Nigériens ont voté calmement. J'ai aussi observé que par endroit et devant même bureau de vote, il y avait quand même beaucoup de Nigériens qui brûlaient d'envie de voter. Et c'est d'ailleurs cela qui a porté le taux de participation quasiment à 70%. Et ensuite, j'ai observé qu'il y a eu une belle fête de la démocratie, parce qu'en définitive, il n'y a pas eu un premier coup KO. Donc, quel qu'en soit le président de la République qui sera élu, il se retrouve de facto dans un système de partage de pouvoir parce qu'il est contraint, ou il sera contraint, à être le produit d'une coalition politique. Donc, personne ne pourra prendre le pouvoir à lui tout seul. Il y aura partage de pouvoir. Alors, Patrick Armand-Pouillon, un processus électoral à saluer à mi-terme? Oui, à saluer. À saluer. Vous savez, lors du débat précédent, au début du débat, je disais que je n'avais pas suivi correctement les choses et que cela semblait être gagné d'avance. Mais que le débat que nous étions en train de faire, il faut saluer les débats, le débat que nous étions en train de faire était en train de m'amener à comprendre qu'en réalité, le jeu n'est pas fait. Donc ce débat m'a permis de ne pas me faire harakiri aux élections. Donc ça m'a permis de comprendre qu'en réalité, les jeux n'étaient pas faits. Résultat, je crois que c'est une belle fête de démocratie. Après le président qui n'a pas forcé un troisième mandat, le pays avec la population qui est sortie massivement, ces résultats-là démontrent quand même que même si partout au monde, il ne peut pas y avoir des élections totalement propres, à partir de cet instant, il peut dire que, comme le monsieur Aimé Chifa l'a dit, c'est une fête de la démocratie qu'il faut saluer. Alors, Mohamed Bazoum tablait sur, on va dire, une victoire au premier tour, mais le chiffre ou les scores issus donc de la CENI ne lui permettent pas d'atteindre 40%. Qu'est-ce qui peut expliquer ce score-là? Les élections ne sont pas les chiffres. On ne peut pas gagner une élection avant même qu'elle ne commence réellement. Il y a ce que vous dites, il y a ce que vous pensez, il y a ce que vous avez comme slogan, et ensuite, il y a la réalité lorsqu'il s'agira de voter. Je sais que le candidat Mohamed Bazoum n'ignore pas cela. Mais ce qui est important plutôt, ce sont les facteurs explicatifs qu'il faut aller chercher pour comprendre en fait pourquoi il n'y a pas eu premier tour KO, parce que nous sommes bien loin de plus de 11 points du score qu'il fallait avoir pour être propulsé, élu au premier tour. Alors moi je trouve en fait 3 facteurs pour expliquer cela. Parce qu'en fait quand vous prenez la coalition qui a à sa tête le PNDS et qui a pour candidat Mohamed Bazoum, c'est une coalition de 47 partis politiques. Donc, on peut coaliser et ne pas forcément atteindre les objectifs. On peut réunir beaucoup de gens, certainement sur le nombre
mais pas sur la qualité. C'est important aussi. Alors, premièrement, est-ce que la qualité des acteurs politiques, des leaders politiques au sein de la coalition ayant porté Bazoum avait vraiment la qualité qu'il fallait? Ça, c'est une première question à laquelle il faut répondre. La deuxième question, quelles sont les aspirations du peuple nigérien? C'est-à-dire, je l'ai toujours expliqué au débat passé, celui qui est au pouvoir et voudrait se reconduire ou reconduire l'un des siens au pouvoir pour continuer la même dynamique par rapport au même parti politique ou à la même coalition, c'est toujours plus difficile que celui qui est dans l'opposition et qui n'a pas encore eu le pouvoir. Observez bien, un peu partout dans le monde, lorsque vous prenez un chef d'État qui, en général, finit ses 2 mandats, très souvent, c'est difficile que quelqu'un de son parti politique ou de sa coalition vienne à continuer l'œuvre qu'il a entamée au sommet de l'État et en même temps au poste du président de la République. Donc, la continuité de la politique de développement du président Issifou, je crois, visiblement au regard de ce que nous avons vu, que les Nigériens ne sont pas encore prêts à l'accepter de façon systématique. Je dis visiblement, et je reste prudent et humble, puisque, en définitive, aucun président n'est encore élu. Et troisième facteur, est-ce que Mohamed Bazoum lui-même, parce qu'une chose est de désigner votre candidat à l'intérieur de votre coalition, et l'autre chose est que, est-ce que le peuple répond à cela? Est-ce que ce candidat désigné à l'interne, avec quelques soubresauts, mais ce n'est pas ça qui est important, est-ce que ce candidat désigné fait effectivement l'affaire du peuple nigérien? Alors, c'est à tout cela qu'il faut répondre, parce que avoir les moyens mis, avoir la machine électorale mise en branle et avoir tout ce qui a été fait, on peut dire tout ça seulement pour moins de 40%, et ensuite 80 députés sur les 166, donc à peu près là aussi 49%, plus ou moins le même score pour l'élection présidentielle. On pourrait se poser des questions. Patrick Abrampouillon, le candidat du parti au pouvoir tablait donc sur une victoire au premier tour. On a vu que dans la stratégie donc, de la machine PNDS, on a travaillé à ce que tout le monde soutienne le candidat Bazoum Mohamed. Le schéma qui se propose aujourd'hui, c'est le candidat du parti au pouvoir avec moins de 40% face à une flopée de candidats d'opposition qui ont pu, on va dire, émietter ou rogner un peu les suffrages dans leur circonscription ou dans leurs fiefs respectifs. Est-ce qu'on peut penser ou estimer que le candidat du parti au pouvoir s'avance, on va dire, avec quelques difficultés pour le compte du second tour? Il n'est pas favori. Il n'est pas favori. Il n'est pas favori parce qu'il n'a pas perdu le premier tour. Il n'a pas perdu le premier tour. Vous savez, si dans certains pays, les candidats s'efforcent d'avoir un 3e mandat, c'est simplement parce qu'il n'y a pas la discipline qu'il faut de tous les leaders du parti lorsque ce n'est pas le chef lui-même qui est candidat et que c'est un autre qui est candidat. Avoir 39% alors qu'on n'est pas président sortant, avoir 39%, pendant que le deuxième n'a que 16%, je crois que c'est une victoire pour le parti au pouvoir. Avoir 80 députés, si je prends les analyses de M. Aimé Chifa, qui disent que le régime sortant a du mal à remplir, si malgré ce mal, ils ont 39 contre 16 et 80 députés contre d'autres députés émiettés, je pense fondamentalement que c'est une victoire. Ce n'est pas encore la victoire présidentielle, mais c'est une victoire pour Mohamed Bazoum. Parce que moi, j'ai discuté avec des Nigérians qui m'ont dit qu'il ne sera même pas au second tour. Il est le premier de loin. Et ça, c'est très important. Ensuite, il y a 1 million de voix de différence entre les deux. Mais prenons les mêmes analyses que nous prenons pour justifier le fait qu'il n'a pas fait 51%. Prenons les mêmes analyses pour justifier le fait qu'il sera difficile à l'autre d'avoir 1 million de voix d'autres partis, d'autres régions. Or, vous connaissez le vote régionaliste en Afrique, d'autres régions, d'autres partis, dont le vote, le report de voix ne peut pas être automatique, dont l'écart est trop grand pour qu'on puisse dire qu'il est parti perdant. Non, il part favori. Cela ne veut pas dire qu'il a déjà gagné, mais il part favori.
est véritablement favori par rapport au deuxième tour. Parce que vous oubliez que même avec les 39%, sans bouger, sans avoir une voix de plus, il peut gagner au second tour. À cause du taux d'abstention qui va s'élever du fait que 28 candidats ne seront plus candidats au deuxième tour. Vous imaginez pas, les inconditionnels de chacun allaient voter pour d'autres. Donc je pense que même avec ce même score, sans une seule voix de plus, il peut être le président élu au deuxième tour. Alors, Tchefa Maman Ousmane, qui arrive à se qualifier pour le second tour de cette élection, qu'est-ce qu'il peut l'expliquer? On ne le voyait pas forcément arriver deuxième à ce scrutin-là. Ah oui, on le voyait venir. Pas forcément pour être deuxième, mais il faisait partie des favoris. De la shortlist. Parce que ici, nous avons parlé des favoris, je crois qu'il faisait partie des favoris. Donc, ne pas l'attendre là peut être une erreur de lecture. Mais ce qui est important pour moi, c'est que il faut comprendre, avec beaucoup de circonspection. C'est-à-dire, à partir d'ici, la notion de favori devient un peu plus complexe. Et il faut savoir appréhender cela. Vous avez suivi l'élection présidentielle passée au Bénin. Et vous avez vu que c'est celui qui a été premier, Lionel Zinsou, ce n'est pas lui qui a été élu. Les jeux d'alliance au second tour deviennent complexes. Et ici, Bazoum qui est favori, je continue par le dire, il est favori sur le président Ousmane. Il doit résoudre une équation à 3 inconnus. Premièrement, il veut faire sa coalition avec qui? Jusqu'à maintenant, tous ceux qui sont là ont leur liberté. D'accord? Il voudra faire la coalition avec qui? Ça, c'est important. Ça dépend de comment il va négocier. Parce que si vous prenez le 3e, le 4e, le 5e et le 6e, qui visiblement ne sont pas pour lui, mais qui à tout moment peuvent venir avec lui, qu'est-ce qu'il va leur promettre? Comment ils vont discuter? Et comment il sera prêt à perdre une partie de son ego qu'il a caressé tout le temps pour pouvoir satisfaire ceux-ci? Et on connaît la durée des alliances politiques en Afrique. Il va falloir qu'il résolve cette équation. Deuxièmement, si vous avez suivi RFI hier, c'est vrai, c'est un baromètre qui n'est pas tout à fait juste. Vous allez voir qu'il y a eu très peu d'intervenants l'ayant réellement défendu. Alors, dans la logique du Nigérien, je dis de façon globale et en restant toujours un peu plus prudent et humble, avec circonspection, est-ce qu'ils sont prêts pour la continuité? C'est de ça qu'il s'agit également. Est-ce que les Nigériens sont prêts pour dire au président Issifou, nous continuons la même démarche? Je ne sais pas. C'est une interrogation. Pour le savoir, il faut faire une enquête et se rapprocher des Nigériens. Donc ça aussi, c'est une équation à résoudre. La troisième équation, Bazoum ira chercher les voix qu'il n'avait pas eues. Comment? Parce que s'il est bloqué à 40, il ne peut pas être élu. Parce que s'ils sont deux à pouvoir se partager les 100% à l'avenir, s'il a 40, ça veut dire qu'il y a 60 qui ne lui sont pas revenus. Comment il va pouvoir avoir au-delà de 60% directement en discutant avec le peuple? Et je crois qu'il y aura encore un peu plus d'engouement, visiblement, par rapport au premier tour. Parce qu'en général, pour les élections en Afrique, au second tour, où il y a plus de clarté, de visibilité, les gens croient que c'est beaucoup plus sérieux. Et à partir de ce moment, ceux qui étaient restés à la maison sortent. Alors, je ne connais pas la quantité ou le nombre de militants du PNDS Taraya qui étaient restés à la maison. Et là, il faut en tenir compte. Plus maintenant les indécis et plus tout ce qui pourrait éventuellement avoir lieu en termes de report de voix. Alors, si il a l'assurance qu'il part favori et qu'il va gagner et qu'il n'est pas un tout petit peu prudent, qu'il ne transpire pas pour pouvoir ratisser l'âge et mieux corser sa coalition, il va perdre. Et on a vu cet exemple dans maints pays africains et même un peu partout dans le monde. Rien n'est encore gagné. Il lui faut vraiment transpirer pour pouvoir atteindre ses objectifs. Séni Oumarou, Albadé Abouba, la plupart des candidats arrivés, on va dire, en 3e, 4e, 5e, 6e position sont des ténors, on va le dire, de la coalition CAP 2021 au niveau de l'opposition. On a l'impression que la stratégie du parti au pouvoir est une stratégie qui n'a pas forcément porté ses fruits. Est-ce que vous êtes d'accord avec?
D'abord, les analyses de Aimé Chifa, je me demande pourquoi il fait ces analyses seulement pour celui qui a 39%. Ça fait 3e fois que vous appelez mon nom. Monsieur Pouillon, concentrez-vous sur votre débat. Vous avez intérêt à vous concentrer sur votre vis-à-vis. Non, concentrez-vous sur votre débat. Bref, les analyses que nous faisons sur ce plateau, pourquoi nous le faisons seulement pour celui qui a 39% et 1 million de voix de plus. Et nous ne le faisons pas pour celui qui a 16% et qui a 1 million de voix à rattraper. Parce que les mêmes critères, il doit aussi convaincre l'électorat de tout cela. Il doit aussi faire des alliances. Il doit aussi trouver les moyens pour faire campagne au 2e tour. Ce n'est pas 15 jours comme dans les autres pays. C'est plus d'1 mois. Donc il doit davantage aller batailler dur pour rattraper d'abord son retard avant de dépasser l'autre. Est-ce que c'est possible selon vous? C'est possible, mais c'est difficile. Plus difficile que celui qui n'a même pas besoin d'une seule voix de plus pour gagner les élections. Parce que non, quand on dit qu'au 2e tour, les gens sortent plus, c'est pas vrai. Puisque les gens qui sont directement liés aux 28 candidats et qui n'ont aucun intérêt, même politique ou avec les autres, ne sortiront pas. Donc il y aura nécessairement 28 candidats qui ne sont pas au 2e tour, il y aura nécessairement un abaissement du taux de participation. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, entre le régime sortant et un opposant de vieille date qui a plus de moyens pour tenir un 2e tour de plus d'1 mois. Troisième chose, les autres candidats que vous dites qui sont opposants, pourquoi n'ont-ils pas automatiquement appelé à voter pour le candidat de l'opposition? Pourquoi ils se taisent? Ça veut dire que tout est jouable, tout est ouvert, tout est encore sur table. Donc nous sommes dans un schéma où il y a un favori qui a les moyens de l'État, qui a les institutions, qui a tout pour pouvoir avoir son 2e tour, qui n'a même pas besoin d'une voix de plus pour gagner le 2e tour. Et nous avons quelqu'un qui a 1 million de voix à rattraper, qui doit convaincre des gens qui ont l'habitude du pouvoir et qui difficilement vont prendre des risques. Dans ces conditions, vous comprenez que celui qui a fort à faire, c'est M. Ousmane. C'est lui qui a faute à faire pour le 2e tour, mais pas le candidat du pouvoir qui, lui, a les moyens, a l'administration, a la possibilité de promettre des choses tangibles et concrètes aux opposants qui sont arrivés 3e, 4e et autres, et donc dont le silence des opposants dit long sur leurs réflexions. Lorsque j'entends, par exemple, que les alliances ne durent pas au Niger, oui, donc cette alliance de l'opposition peut ne pas aussi durer. Donc dans tous les cas, nous sommes dans un schéma où il y a un favori incontestable et incontesté, et il y a l'autre qui doit batailler pour rattraper son retard. Alors, non, je crois, M. Tobanou, qu'il faut qu'on apporte un peu plus de lumière à nos téléspectateurs. Ce qui est important, il me semble que nous perdons cela de vue. Maman Ousmane, lui, n'a rien à perdre, puisqu'il n'avait rien. Si nous nous concentrons sur Bazoum, c'est parce que c'est lui qui a quelque chose à conserver. Commençons par nous entendre sur cela. Maman Ousmane, au jour d'aujourd'hui, n'a rien à perdre. Et pour là où il est arrivé, il est en marche vers l'atteinte de son objectif. Celui qui, visiblement, aujourd'hui, a toutes les raisons d'être un peu plus inquiet, c'est Bazoum. Il voulait un premier tour KO, il n'a pas eu. Ça, c'est déjà une raison de s'inquiéter. Maman Ousmane, d'entre eux tous, est sorti pour arriver à son niveau. Il est en marche vers l'atteinte de son objectif. Deuxième paramètre qu'il ne faut pas perdre de vue, parce que c'est important, tout ce que vous voyez dans CAP 2021, qui sont des opposants, s'étaient déjà entendus et avaient un accord comme quoi, d'entre nous, celui qui arriverait au second tour recevrait systématiquement le soutien des autres. Ça, là, existait avant qu'il n'aille aux élections, ce n'est pas d'aujourd'hui. Et nous ne sommes pas encore actuellement. Les résultats ayant été proclamés le samedi dernier seulement, et qu'aujourd'hui, nous sommes mardi, le temps n'est pas encore passé pour que les soutiens d'appartenance à tel ou tel clan politique ne viennent pas. Et eux, ils avaient déjà fait leur soutien. Ils ont plutôt intérêt à encore discuter pour que leur soutien tienne entre eux. Maintenant, je ne sais pas comment Bazoum, s'il était bloqué, je dis pratiquement à son score de 40%, je ne sais pas comment il serait réélu.
comment il serait élu. C'est-à-dire, s'il n'a plus besoin d'une voix de plus, et que ce qu'il a lui suffisait, et que ça ne lui a pas permis d'être élu, je ne sais pas comment il sera élu, par quelle alchimie. En fait, au second tour, la logique d'analyse politique, en sciences politiques que tout le monde mène, c'est les reports de voix seront effectifs jusqu'à quel degré. Et ensuite, le jeu des alliances va fonctionner jusqu'à quel degré. J'ai dit, la question principale pour Bazoum, c'est comment il va mettre en place une coalition qui va réellement fonctionner. Parce que juste là, si vous avez suivi, le PNDS, en fait, était parti dans une logique de ne pas avoir un second tour. Ils étaient partis dans une logique qui est claire, un premier tour. Puisqu'il n'y a pas eu cela, maintenant, comment ils vont discuter avec qui à mettre à l'intérieur de leur coalition déjà de 47 partis politiques pour pouvoir réaliser cet objectif-là. Je continue par dire, et le cas du Bénin, qui est l'un des plus récents, est suffisamment éloquent à cet effet. Lionel Zinsou était le candidat de Boni Yahi et de la mouvance présidentielle. Ils avaient fait 10 ans au pouvoir, ils avaient toutes les institutions, mais ils n'ont pas gagné. Et c'est celui qui est arrivé deuxième pratiquement qui a gagné. D'accord? Donc, c'est dans un jeu de coalition. Ce n'est pas fait d'avance. Actuellement, si vous entrez dans la tête de Bazoum, vous verrez que c'est encore plus compliqué à son niveau. Lui, c'est lui qui aura beaucoup plus d'insomnie maintenant que le président Ousmane. Et c'est cela l'équation qu'il faut résoudre. Moi, je crois franchement que si nous nous concentrons sur Bazoum, c'est parce qu'il est le favori par rapport à Ousmane. Mais un favori qui a un sérieux travail à faire, qu'il sait, il sait bien qu'il a un sérieux travail à faire. Et face aux enjeux électoraux actuellement, je crois que rien n'est encore gagné d'avance. Il faut qu'il affûte mieux ses âmes. Alors, le général Salou Djibo est arrivé avec 3% environ à cette élection-là. Il avait quitté l'armée, il avait créé son parti. Beaucoup estimaient qu'il était, on va dire, dans un jeu avec le candidat, avec le régime, et notamment le président sortant Mamadou Issoufou. Qu'est-ce qui explique ce score-là et qui explique pourquoi il n'a pas pu, on va dire, faire prospérer son projet pour le Niger? Ah, vous avez dit beaucoup estiment. Ça peut jouer contre lui. Si beaucoup estiment qu'il est là pour le président, et si je suis pour le président, pourquoi je ne vote pas pour le candidat du président au lieu de voter pour quelqu'un qui est là pour lui? Bref, je crois que les rumeurs ont dû jouer. Et l'autre chose, c'est qu'il y a 30 candidats. Au fait, si nous prenons les résultats de cette élection pour donner la force de chacun, c'est pas évident. C'est pas évident parce que vous voyez par exemple que l'ancien Premier ministre, le chef de file de l'opposition, a soutenu M. Ousmane. Mais lui seul pèse plus de 16%. Ama Amadou. Ouais, Ama Amadou pèse plus de 16%. Mais il n'y a pas eu plus de 16% dans le soutien qu'il a apporté. Donc, bref, lorsqu'il y a émiettement des voix, parce que moi, par exemple, je suis Patrick Amampoyon, j'ai peut-être un candidat pour lequel je veux voter, mais vous savez que dans tous les pays du monde, lorsque ton épouse, ton papa est candidat, ça change un peu les donnes. Donc, à partir de cet instant, vous voyez, par exemple, au Sénégal, nous avons eu les élections présidentielles où Youssou N'Dour était candidat. Tout le monde connaît la popularité de Youssou N'Dour, c'est pas 5%. Mais, et ces gens qui le soutiennent musicalement avaient déjà une opinion politique. Donc, tout ça la joue. Et on ne peut pas dire que d'office, c'est la physionomie politique du pays pendant les années à venir. Ça peut changer. Et l'autre chose, c'est que vous ne savez pas qui les autres candidats ont mis comme directeur de campagne dans le fief de Salou Djibo. Donc tout ça là a joué. On ne peut pas avoir une physionomie claire de l'électorat de chacun de maintenant. On le verra par la suite. Vous prenez par exemple le Congo démocratique où nous avons eu des élections législatives, mais tout le monde était focalisé sur les élections présidentielles. Kabila s'est focalisé sur les élections législatives. Résultat, il était sorti avec beaucoup de députés. Mais ça ne reflétait pas la physionomie politique du pays. Donc l'un dans l'autre, on peut dire que cela peut justifier son score. Mais il est en train de faire ses premières armes réelles dans la politique. Avec le temps, on verra bien. Un commentaire sur la participation pour une première fois donc, à cette élection présidentielle du général Djibo? Oui, bon, en fait, le général Djibo est perçu comme le putschiste vertueux.
Au Niger, c'est comme cela on l'appelle, c'est-à-dire on estime que bon, son putsch a été intéressant, ça a permis de régler un ou deux problèmes, mais les avis restent toujours partagés sur cela. Bon, maintenant, un militaire en politique en Afrique, en général, on sait ce que ça donne, je dis bien en général, mais cela ne l'a pas empêché de se porter candidat, et il faut en fait voir ce qu'il avait comme problème dans son fief. D'abord, est-ce qu'il était réellement accepté, en tant que militaire, étant donné que le Niger est en démocratie et en général, on connaît aussi ce que les Nigériens pensent des militaires de leur pays et surtout de leur émission au sein de l'arène politique et dans la vie politique de ce pays-là. En fait, moi, je crois qu'il avait... sa candidature, pour moi, était un peu tôt. Un peu tôt dans la mesure où, pour qui connaît les conditions dans lesquelles il était intervenu en son temps, moi je crois que s'il avait passé encore 5-10 ans à être candidat, peut-être que ça irait un peu plus en sa faveur, à mon avis. Alors, aujourd'hui, l'opposition, à travers la coalition CAP 2021, entend réclamer des voix, notamment dans certaines circonscriptions où il paraîtrait que plus de 100% ont voté pour le candidat du parti au pouvoir. Dans ce schéma-là, qu'est-ce que vous voyez? Est-ce qu'il y a possibilité qu'on revienne sur certaines voies, puisque notamment dans certaines régions, l'opposition avance qu'il y a eu bourrage d'urnes, que des morts ont voté. Ce sont les propos de l'ancien ministre des Affaires étrangères, notamment, que des morts ont voté. Ibrahim Yacouba. Donc, est-ce que, selon vous, il y a quand même eu, on va dire, fraude par rapport à ce scrutin-là? Il y a toujours, comme je l'ai dit, il n'y a pas d'élection propre dans aucun pays du monde. Il y a aucun... Bon, maintenant, il faut les prouver. C'est comme Trump qui dit qu'il y a fraude. Il faut les prouver devant les tribunaux. Et je crois qu'ils gagneront à élaborer leur stratégie de deuxième tour tout de suite, quitte à faire des recours au deuxième tour. Parce que, quel que soit les redressements de voix, il y aura deuxième tour. Et donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, ce qu'il faut faire, c'est se focaliser sur le deuxième tour. Parce qu'ils vont peut-être être dans la stratégie de contestation pendant que les autres sont en train de préparer le deuxième tour. Donc, je pense que ce qu'il faut faire, c'est se concentrer sur le deuxième tour en prenant plus de dispositions au deuxième tour pour éviter ces choses-là. Et donc, je crois que ce serait mieux parce que sinon, ils prennent 2 semaines, parce qu'on a dit 3 semaines pour déposer des recours. Ensuite, il y aura au moins 1 semaine à 2 pour donner les résultats. Dans ces conditions, les autres préparent déjà le deuxième tour. Donc, moi, je pense qu'ils ont intérêt à se focaliser sur le deuxième tour, quitte à prendre les dispositions pour qu'il y ait moins de choses à contester lors du deuxième tour. La sortie de la coalition CAP 2021 par rapport au recours en lien avec le premier tour de cette élection-là? Non, je crois que, visiblement, parce que je n'ai pas discuté avec eux, je ne suis pas dans leur tête non plus, je ne parlerai pas pour eux en leur nom, cela pourrait aussi faire partie, je dis bien pourrait, cela aussi pourrait faire partie de leur stratégie du second tour. C'est-à-dire, nous avons eu plus de voix, nous avons été volés, notre score n'est pas celui-là, qui pourrait déjà avoir un impact sur leur électorat. Ça, il ne faut pas l'oublier. Mais, en termes de mobilisation? Oui, en termes de mobilisation. De galvanisation. C'est-à-dire les 17% qui nous ont été donnés. Parce qu'en fait, si vous allez sur le site de la CENI, www.ceni-niger.com, Ousmane a 16,99%, donc 17%. Alors, eux, ils tiennent à démontrer que 17%, ce n'est pas leur vrai score. D'accord? Et pas seulement pour Ousmane. Parce qu'en fait, il faut aligner jusqu'au 6e, en fait. Pour comprendre que tout ce qui a été fait là, ils sont en train de dire aux autres, ce n'est pas leur vrai score. Donc, s'ils le font, je crois que ça fait partie de leur stratégie pour le second tour. Maintenant, ils ne vont pas se focaliser exclusivement sur cela pour dire, bon, nous attendons, lorsque la Cour va donner suite à notre requête, c'est en ce moment maintenant nous allons préparer le second tour. J'espère vivement qu'ils ne feront pas ça. Et j'ai dit, en matière de constitution de coalition, pour aller vers cet objectif-là, eux, ils ont une légère avance sur Bazoum. C'est-à-dire, leur coalition date d'avant l'élection. Ils s'étaient déjà entendus.
Bazoum ne s'était entendu avec personne. C'est maintenant que lui va commencer. C'est pas que ce n'est pas faisable. Nous sommes en politique. Quelqu'un peut passer toute sa carrière politique à vous injurier, à démontrer que vous êtes un opposant. Mais du moment où il estime que vous avez plus de chances d'avoir le pouvoir, il vous dira que vous êtes l'homme le plus beau de la planète et qu'en fait, sans vous, rien ne peut être fait. Si la coalition CAP 2021 restait serrée telle qu'elle est, le second tour sera suffisamment serré et celui qui aura plus à batailler, c'est Bazoum. Mais si cette coalition-là s'effritait, cela va directement à l'avantage de Bazoum qui n'aura plus grand effort à faire avant d'être élu. Maintenant, qu'est-ce qu'il va dire à Baldé, par exemple, à Séni Oumarou, par exemple, à Ibrahim Yacouba, par exemple, à Salou Djibo, par exemple, pour que l'un d'eux accepte sortir de cette coalition pour le rejoindre? Je ne sais pas. Mais comme il est nigérien et il connaît son pays et il est acteur politique depuis des décennies, c'est à lui de savoir ce qu'il faut trouver. Si les autres avaient suffisamment de haine contre sa personne et que ce n'est pas un simple combat politique, mais également un combat de haine, et n'oublions pas, cette coalition-là est la coalition qu'a soutenue Ama Amadou, qui, entre Ama Amadou et Amadou Issifou, il y a une haine viscérale qu'ils ont traînée sur plusieurs années. Il faut également tenir compte de tous ces paramètres-là aussi. Alors, Abba Amadou, vous en parliez. Patrick Amopoyon, stratégie payante pour l'opposant. Il est resté calme, il n'a pas contesté la décision issue donc, de l'adhésion qui a invalidé sa candidature. Il a visiblement appelé à voter pour un candidat qui arrive au second tour. Quelle est votre lecture de la stratégie de l'opposant politique? Ah oui, c'est une bonne stratégie. D'abord, vous n'oubliez pas qu'il a dû fuir plusieurs fois le pays. Et donc, il a bénéficié d'une grâce présidentielle. Autant déguster ça et ne pas se mettre dans des difficultés encore. Donc, il a préféré jouer le temps. En jouant le temps, il a choisi faire une option qui a été payante pour le deuxième tour. Maintenant, on verra ce que ça donnera au deuxième tour. Au deuxième tour. Parce que, vous savez, ce qu'il faut faire attention en politique, c'est que parfois, il vaut mieux être troisième que deuxième. Parce qu'en étant deuxième, ça te positionne en cas d'échec d'office dans l'opposition. Alors que le troisième, lui, il peut regarder le sens du vent et se positionner. Donc, est-ce que c'est une stratégie payante s'il doit encore faire 5 ans d'opposition? Et je ne sais pas si c'est ça qu'il a souhaité. Donc, dans tous les cas, il a la possibilité encore d'espérer, au soir des élections, si sa coalition se retrouve battue et se retrouve d'office positionné dans l'opposition, à moins que nous connaissons le Niger avec les changements d'alliance, tout ça, mais moi je ne le vois pas tenir encore 5 ans d'opposition et émerger dans 5 ans. Parce que souvent quand on parle des hommes politiques, on parle de leur électorat à un moment T. Mais on oublie que la disparition de la scène politique pendant longtemps effrite sérieusement les ardeurs, les moyens, les capacités, les ceci et cela. Donc l'un dans l'autre, je crois que, bon, on peut dire que ça a été payant pour aller au deuxième tour, mais au soir du deuxième tour, il aura à apprécier et prendre une décision. Voilà, le modèle Faloumana qui donc a appelé à voter pour le PDR Tchandji, si je ne m'abuse, du président RDR. Et le RDR Tchandji, voilà, du candidat Maman Ousmane. Votre lecture de cette stratégie-là et on va dire du score que la stratégie a pu récolter. Oh non, le score, il est faible parce que pour qui connaît bien Mahamadou, pour qui connaît sa carrière politique, il vaut plus que ça. Si lui-même était candidat, c'est sûr, il obtiendrait plus que ça. Ça, c'est sûr. Pour qui connaît le Niger, c'est sûr. Lui-même n'étant pas là, mais ayant donné des consignes de vote, c'est ce que ça donne. Maintenant, ce qui est intéressant que nous devons chercher à comprendre aussi, à partir de maintenant, qu'est-ce qu'il peut encore faire en plus? Est-ce qu'il était sur le terrain? Est-ce qu'il a réellement battu campagne? Je ne le crois pas. Les rares Nigériens avec qui j'ai discuté, qui sont au Niger, on s'est téléphoné, les images que j'ai vues ne l'ont pas montré sur le terrain en train de battre campagne. Il me semble qu'il a battu campagne depuis chez lui. Mais si maintenant, il comprend autrement l'enjeu, parce qu'en fait, les positions les plus complexes dans une élection, c'est premier et deuxième.
l'un ou l'autre peut se retrouver dans l'opposition une fois qu'il est perdant, quoi. Le premier peut se retrouver dans l'opposition s'il n'a pas été élu. Ce n'est pas exclusivement le deuxième. Donc, ici, l'enjeu est suffisamment fort parce qu'ils ne sont que deux. Et moi, en lieu et place d'Ama Amadou, je sortirai maintenant moi-même et je battrai certainement la campagne de ma vie. S'il le fait, je crois qu'il apporterait encore un peu plus. Parce que dans tous les cas, au jour d'aujourd'hui, il ne peut plus déclarer qu'il soutient Bazoum. Au jour d'aujourd'hui, ce serait l'hécatombe, ce serait du jamais vu. Je crois qu'aucun Nigérien ne suivrait cela. En revanche, s'il sort, considère que c'est lui qui a la place de Ousmane et qu'en fait, il ne s'agit pas de Maman Ousmane, mais qu'il s'agit en fait d'un combat entre Issifou et lui, et c'est ça la vérité. S'il considère ça comme ça, sort bas campagne, est même prêt à bousiller le peu d'économie qu'il a fait parce qu'il a été au pouvoir il y a longtemps, il a été aux affaires il y a longtemps. S'il fait comme cela et met dans le coup aussi tous ses soutiens, tous ses contacts, tout ce qu'il a mis dans son carnet d'adresse depuis des années, je crois que ça va encore apporter un peu plus de voix à Ousmane. Alors, Patrick Apopoyon, on en était au scrutin et au processus électoral quand le pays a été frappé par des attaques terroristes. On parle de plus de 100 morts, des victimes civiles donc au Niger. Les résultats des élections font mal aux terroristes. Qu'est-ce qui se passe au Niger? Non, ça veut dire qu'ils ont tenté pendant toute la période de campagne, ils ont tenté pendant toute la période électorale, ils ont tenté certainement tout le temps. Mais je ne sais pas si je dois parler de baisse de la vigilance, mais ils ont trouvé une faille, ils ont frappé. C'est pareil partout, c'est-à-dire que dans ces pays où il y a des terroristes, ils veulent perturber le scrutin. Ils veulent le perturber d'abord en termes de ça ne doit pas tenir. Ils veulent le perturber ensuite avec celui qui sera moins virulent contre eux, comment faire des attaques pour pouvoir perturber son électorat et tout. Et donc, c'est dans ce sens qu'ils ont fait de quoi, c'est-à-dire ils ont fait ce qu'il faut pour pouvoir faire chose là. Mais je voudrais surtout dire que les élections de deuxième tour des élections au Niger se jouent certes avec l'électorat nigérien, mais ça se joue aussi avec la communauté internationale, avec les chefs d'État. Parce qu'il y a des opposants qui vont recevoir beaucoup de pression pour pouvoir choisir le camp dans lequel ils vont partir. Donc tout ça là rentre en ligne de compte dans ce deuxième tour, totalement incertain, mais très favorable au régime, très favorable au candidat Bazoum, qui a un électorat, 1 million de voix de différence par rapport à l'autre. Ça va jouer gros dans le deuxième tour. Alors, Tchefa, les attaques terroristes qui donc ont secoué le pays avec, on va dire, un lot de morts très important, qu'est-ce qui pourrait l'expliquer? Nous qui connaissons les terroristes, on savait qu'ils allaient frapper. Les terroristes profitent de toutes les opportunités où la vigilance est baissée. Lorsqu'il y a un grand match de football à grand enjeu, ils profitent pour frapper parce qu'en ce moment, les gens s'intéressent moins à la sécurité, mais beaucoup plus au football. Pareil pour les élections, pareil pour toutes sortes de manifestations mobilisant les énergies et les attentions. Donc tous les experts avaient dit de ne pas baisser la garde et de renforcer la sécurité parce que les terroristes allaient frapper. Et pour ceux qui ne les connaissent pas, ces gens-là vont penser qu'ils vont frapper le jour de l'élection. Non, pas du tout. Pour les experts, on savait qu'ils frapperaient certainement dans la période d'entre-deux tours, où il y a beaucoup plus d'engouement, où tout le monde parle politique, même les vieilles dames qui sont à la maison, où ils frapperont certainement juste dans la période morte d'annonce des résultats définitifs du second tour. Donc, voilà les deux périodes. Donc, ils ont frappé maintenant. Et il faut s'attendre à ce qu'ils frappent encore juste avant l'annonce des résultats définitifs du second tour. Je crois que le président Issifou a expliqué un peu l'enjeu autour de la sécurité, non seulement par rapport aux élections, mais par rapport à la lutte contre le terrorisme. Je crois que maintenant, ils doivent savoir qu'il n'y a pas que les élections actuellement, et que l'État nigérien doit continuer à fonctionner jusqu'à ce que le président élu entre dans ses fonctions de plein pied. Alors, Patrick Apopoyon, les priorités donc, du prochain président du Niger sont forcément sécuritaires. Non, d'abord sécurité, puisque pour avoir plus de sécurité, il faut le développement.
les zones où les terroristes recrutent sont des zones de développement très bas, où les gens ont à peine de quoi manger. Donc le développement est l'un des éléments essentiels pour avoir la sécurité. Donc c'est une erreur de mettre tout dans la sécurité et pas dans le développement. Il faut les infrastructures dans les zones abandonnées, dans les zones où les gens ont le sentiment qu'il n'y a pas d'État. Vous voyez par exemple Kidal aujourd'hui est plus sécurisé qu'une bonne partie des zones dirigées par l'État malien. Donc vous comprenez que si les gens n'ont pas de sécurité et les terroristes peuvent être leur recours, ils vont accepter les terroristes. Donc il faut le développement. Je crois que c'est ça la chose essentielle. Le développement. C'est le développement qui chasse l'insécurité. Il faut les infrastructures, il faut les routes, il faut la lumière, il faut les entreprises, les structures. Il faut que le développement puisse aller là où ce n'était pas. Prenez toutes les zones où les terroristes s'installent, vous allez voir que c'est des zones très pauvres, où il y a beaucoup de brousse, où il n'y a pratiquement rien, pas d'infrastructure, pas d'emploi, pas de ceci et tout ça. Donc, il faut tout dans le développement. Je crois que ça doit être la priorité absolue. Maintenant, ce que je dis ne peut pas être le discours politique, parce que quelques de la population va comprendre le développement, et ils comprennent qu'on a attaqué, et ils comprennent sécurité et tout ça. Donc, le discours des hommes politiques pendant la campagne est autre chose, mais après les élections, il vaut mieux développer que de mettre tous les moyens dans la sécurité, parce que même avec tous les moyens du monde, c'est pas évident. Les États-Unis sont attaqués, donc c'est pas les moyens sécuritaires et autres. Non, il faut le développement partout au Niger. C'est comme ça que le pays peut se développer. C'est comme ça qu'il y aura un recul. Vous savez, quand vous prenez la route aujourd'hui, vous quittez le Bénin par la route, vous voulez aller à chose là. D'abord, regardez l'état de la route après la frontière. C'est vraiment désolant. Pour 200 et quelques kilomètres, vous faites près de 7 heures, 8 heures. Donc, c'est vraiment désolant. Ensuite, juste après la frontière, jusqu'à arriver à Dosso et autres, vous n'avez nulle part où vous pouvez manger décemment. Donc, vous voyez, c'est tout ça là. Il faut véritablement... et vous allez même à Niamey, vous allez voir que la plupart des coins pour manger appartiennent à des expatriés, des Libanais par ici, de ceci par là. Les écoles où vous pouvez avoir une éducation digne de nom appartiennent, c'est des lycées français, programmes français, tout ça. Donc bref, il y a besoin réel d'un développement fulgurant de la nation, et c'est ça qui va faire reculer sérieusement le terrorisme. La priorité pour le prochain président du Niger? Le prochain président du Niger, il doit d'abord commencer par la sécurité, la lutte contre le terrorisme. Après ça, je dis, comme dans la plupart des pays africains, quasiment tout reste défi au Niger. L'éducation, la santé, l'agriculture, l'eau. Ces dernières années, le Niger a fait beaucoup de prouesses dans le secteur des mines. Il faut poursuivre. Les routes, le Niger encore en a besoin. Je crois que si nous comprenons réellement le Niger, si nous connaissons bien ce pays, je crois que le président qui sera élu, quel qu'en soit d'où il vienne et quel qu'en soit qu'il est, il doit s'attaquer tout de suite à 3 principaux chantiers. Le premier, la sécurité. Ensuite, l'éducation. Et troisièmement, la santé et l'agriculture. Je les mets ensemble plus ou moins dans un même package. Alors, le Premier ministre du pays s'est rendu donc sur les lieux des attaques perpétrées. Il a déploré à la télévision publique un bilan désastreux, une situation horrible, en parlant de 70 morts à Tchomabangou et une trentaine à Zara Madarey. Le fait que le régime continue de fonctionner, ou qu'il y ait des autorités qui continuent de se soucier, on va dire, gérer les affaires courantes, est-ce que c'est quelque chose qu'il faut saluer? Ah oui, oui. Quand vous comparez ça aux États-Unis, où le président a tout abandonné, n'a plus de réunion avec le conseil il était encore en campagne hier. Oui, mais il ne gère pas le pays. Il ne fait que ce qu'il veut. Il ne fait que ce qu'il veut. Il va jouer au golf. Il va soutenir ses candidats. Et il n'y a plus de réunions de sécurité et de renseignement au quotidien. Il n'y en a plus depuis qu'il y a eu élection. Il ne fait plus... Il fait ce qu'il veut. Mais ça n'a pas empêché, l'État étant solide là-bas, les institutions étant solides, ça fonctionne. Vous avez vu, il a rejeté le budget de la défense, voulant mettre la défense en problème sérieux. Mais le Sénat a contourné son veto et a voté. Donc bref,
quand vous n'avez pas des États aussi solides que les États-Unis d'Amérique, il faut que vous ayez des présidents aussi responsables que ce que nous avons au Niger pour qu'ils continuent de gérer l'État. Et je crois qu'ils sont en train de le faire. Vous savez, quand vous avez des gens qui sont prêts à tirer sur la population, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus d'obstacles militaires, d'adversaires militaires, c'est tout individu. Et là, ça devient sérieux. Et donc, tout citoyen doit se dire, ce n'est plus l'État qu'ils attaquent, ce n'est plus les infrastructures qu'ils attaquent, mais c'est nous. Donc ça devient leur combat. Je vais vous donner un exemple au Bénin. Une télévision privée avait été créée et a mis totalement en difficulté la télévision nationale dans le temps. Vous savez de quoi je parle. Et donc, pendant un moment, cette télévision était en train de rayonner. Alors, les journalistes de cette télévision nationale pensaient qu'il revient à l'État de faire la concurrence. Parce qu'ils disent, eux, ils travaillent pour l'État. Donc, c'est l'État qui doit faire la concurrence. Mais ils sont allés au marché et les gens les ont insultés. Vous êtes là, les enfants sont en train de faire du bon travail, tout ça. Ils ont dit, ah bon? Donc c'est à nous de faire la concurrence. Ils ont contre-attaqué et la télévision qui a été créée n'a pas tenu longtemps. Donc bref, je crois que cette réaction du peuple qui finit par comprendre qu'un groupe terroriste qui est issu de leur ethnie en arrive à les tuer eux. Et donc ça va créer une envie de prendre la sécurité en main, et si c'est encadré par les autorités, je crois que ça va être une bonne réaction. Vous savez, les terroristes font souvent une erreur. Quand ils sont en terrain conquis, ils font un peu d'arrogance. C'est ce qui s'est passé au Mali. Ils avaient Gao, Tombouctou, Kidal, mais il a fallu qu'ils aient l'arrogance d'attaquer, comment on appelle, Kona, pour que ils perdent toutes ces villes. Donc bref, de la même manière, je crois que cette manière d'attaquer la population, vous allez au Nigeria où on a attaqué, soi-disant un groupe musulman qui va attaquer des gens sortis de la mosquée un vendredi. Vous voyez, tout ça là crée une révolte de la population qui se dit attention, ces gens nous manipulent, et je crois que ça va produire cet effet-là. Mais oui, c'est bon que le Premier ministre soit là, c'est bon que l'État puisse démontrer à cette population que malgré les pertes en vies humaines, ils sont là, la nation est là, le pays est là, et je crois que par rapport à ça, on peut saluer ça et encourager ça. Le terrorisme est donc une affaire nationale. On ne doit pas parler de clivage opposition-régime dans ce type de pays-là. Est-ce que selon vous, le Niger, les fils et filles du Niger parlent assez d'une même voix pour résoudre les questions terroristes? Le terrorisme est une préoccupation internationale, je dirais même mondiale. Il n'y a pas un seul pays au monde qui soit totalement détaché de la stratégie de lutte contre le terrorisme, parce que même là où on n'attend pas les terroristes, il peut arriver qu'on les voit. Et ces dernières années en Afrique, on les a vus, même en Côte d'Ivoire. Bien évidemment, la Côte d'Ivoire ayant de frontières avec le Mali. Alors, en ce qui concerne les Nigériens, j'espère qu'ils l'ont compris depuis. Quand il s'agit de terrorisme, ils doivent tous parler d'une même voix. Parce que les terroristes, en fait, ils n'ont pas d'amis. Ils n'ont pas d'amis, ils ne font que d'alliances entre eux-mêmes. Et les terroristes qui, en même temps, sont djihadistes dans le même temps. Parce que tout terroriste n'est pas djihadiste. Et tout terroriste n'est pas aussi salafiste. Mais ceux qui sont salafistes, ceux qui sont djihadistes et ceux qui prônent une cause étroitement rattachée à l'islam, même ceux-là, entre eux, font des coalitions contre les musulmans qui sont simplement laïcs. Donc, les enjeux de la lutte contre le terrorisme sont des enjeux internationaux où il faut ratisser l'âge. Et face à ces enjeux-là, tout le monde est interpellé. Et la première façon ou le premier atout pour y arriver, c'est de faire réellement bloc, c'est de faire réellement front commun pour être sûr que le terrorisme est l'adversaire à combattre ensemble. Et je crois que de ce point de vue, les Nigériens l'ont compris depuis, comme tous les pays du Sahel qui savent que ce qui permet à leur développement, au processus de développement, de ne pas connaître un impact sérieux, aussi parmi ces facteurs figure en grande partie le terrorisme. Patrick Armand-Pouillon, on parle de terroristes venus à bord de centaines de motos qui frappent sur des cibles à intervalles d'à peine 7 km. Je ne sais pas, comment cela se peut-il dans une république que des gens puissent venir avec des motos sur plusieurs kilomètres, frapper, avoir le temps de se replier et de se retourner d'où ils viennent? Qu'est-ce qui ne va pas? Non, ce qui ne va pas, c'est que nos armées n'ont pas été formées à ça.
ils ont été formés pour combattre des cibles physiques statiques. Ils n'ont pas été formés pour combattre des cibles en mouvement. Et vous savez, on ne peut pas mettre... vous imaginez le territoire nigérien? Je crois que nous devons encore faire confiance à ces Français et autres Américains, autres que nous n'aimons pas trop, pour encore nous donner des renseignements. C'est-à-dire que c'est pas l'armée malienne et l'armée nigérienne qui doit être condamnée, c'est les renseignements. Comment se fait-il que ces drones en l'air, tout ça, n'ont pas vu ces mouvements? C'est ça. Sinon, nous, on n'a pas de drones. Nous, on n'a pas encore de drones. C'est eux qui sont chargés de surveiller les mouvements et autres. Et donc, autant je pose ce problème comme ça, autant je dis, les terroristes aussi réfléchissent tous les jours à comment contourner ça. Quand vous suivez par exemple les films de Jack Bauer et autres qui ne sont pas très loin de la réalité, vous allez voir que les agents secrets américains savent là où il y a caméra, là où il n'y a pas caméra, là où il y a ceci, là où il n'y a pas cela. Donc eux-mêmes savent comment se faufiler pour fuir lorsqu'on veut les arrêter. Donc ils travaillent. C'est des gens, au fait, on ne sait pas comment ils se forment, mais ils se forment sérieusement. C'est pourquoi on vous dit, quand on libère un terroriste de la trempe de certains, c'est comme si on vient de tuer beaucoup de personnes. Moi, j'ai appris que la France veut diminuer ses soldats. J'ai dit oui, mais il faut une grosse opération d'abord. Il faut une grosse opération, il faut donner encore des coups terribles à l'adversaire avant de diminuer les 600 soldats qui veulent diminuer. Donc nous sommes des cibles statiques, c'est-à-dire les forces de l'Afrique, tout ça là, sont des cibles statiques, mais ils sont en face des cibles en mouvement. Où aujourd'hui ils frappent ici, demain ils frappent là-bas, après demain ils frappent là-bas, ils sont en moto. C'est-à-dire que tu ne peux pas voir quelqu'un en moto et contrôler si tous ceux qui passent en moto ont des armes. Donc il y a tout ça, c'est pas facile du tout. Je crois qu'il faut féliciter nos armées pour ce qu'ils ont pu faire et les renforcer en termes de formation, en termes de renseignement et autres. Et j'ai appris que l'Afrique est en train de commander des drones, oui, pour surveiller et donner des renseignements. Parce que sans renseignement, c'est pas possible. Et les hommes dans ces zones-là doivent aussi informer les autorités pour qu'il y ait renseignement. C'est les renseignements qui vont nous permettre de lutter contre ça. Mais, comme je l'ai dit, le terrorisme frappe partout et donc on doit s'organiser nous-mêmes citoyens pour être à l'affût de toutes ces choses-là et repousser. Et vous savez, souvent dans les nord des pays, les gens, de par les rites tribales, Gani au Bénin et Vala au Togo et autres, ont reçu des formations sur le courage et autres qui permettent à ces citoyens, quand ils se décident de ne pas affronter le danger et de mettre hors d'état de nuire un certain nombre de personnes, je crois qu'il faut véritablement que le peuple même se saisisse de ce combat et qu'ils dénoncent tout ce qui est suspect dans leur zone, ils dénoncent tout ça pour que les autorités aient les renseignements pour travailler. Au Niger, par exemple, la société civile et l'opposition ont dénoncé longtemps le fait qu'on ait distrait beaucoup de milliards uniquement pour parler sécurité. Aujourd'hui, on voit des gens qui viennent à Boto. Est-ce qu'il n'y a pas des soutiens forts à ces terroristes-là de la part de nations opaques? Est-ce qu'il n'y a pas, un double jeu pour tromper le peuple et distraire des ressources minières souvent, puisque visiblement le terrorisme prospère beaucoup plus dans des endroits où il y a des choses à dérober? Ce que vous dites est possible. C'est un angle de vue. Mais c'est une évidence que là où les terroristes n'ont pas de complices, ils n'interviennent jamais. Les terroristes, par exemple, ne frapperont jamais dans une mosquée ou dans une église si au préalable, ils n'ont pas un contact. Parce que quand nous parlons de terroristes, tous ne tiennent pas des armes. Ils ont des contacts dans des organisations, dans des institutions, dans des milieux professionnels. Et ces contacts-là ne tiennent pas des armes, n'ont pas du tout d'armes à leur disposition, mais leur donnent des renseignements. Ils les utilisent à des tâches beaucoup plus fines qui leur permettent à eux de préparer leurs coups. Et je vous le dis, ce sont des gens très patients. Ils peuvent passer des années ou des décennies à préparer un coup pour frapper après parce que ça a beaucoup d'effets. Donc, s'ils n'ont pas de complices quelque part, ils ne peuvent jamais agir parce que ce serait quand même illusoire ou utopique que des gens viennent quelque part, sortent des armes et commencent par tirer alors qu'ils ne connaissent même pas, ils ne savent pas comment la sécurité de cet endroit-là est assurée. Donc, ils ont toujours des complices quelque part. Mais
Ce sur quoi je voudrais insister, on peut prétendre que le gouvernement nigérien jette de l'argent par la fenêtre à voir les résultats de la lutte contre le terrorisme au regard ou à l'aune de tout ce qui a été englouti en termes de milliards. C'est vrai, il n'y a pas eu efficacité et il n'y a pas eu un bon retour sur investissement. Mais pour tous les gouvernants de tout pays du Sahel, notamment, la lutte contre le terrorisme reste une priorité. Maintenant, quelle est la stratégie mise en place? C'est aussi cela le problème. Lorsque les bonnes stratégies sont mises en place, avec un peu de moyens relativement plus ou moins corsés, on arrive quand même à obtenir de très bons résultats. Et ça, je crois que les dirigeants, nos dirigeants de tout pays du Sahel ou de tout pays où il y a le terrorisme, ils ne doivent pas perdre cela de vue. D'abord les renseignements, la bonne stratégie, et viennent ensuite la haute technologie d'appointe pour pouvoir faciliter l'implémentation des stratégies mises en place. D'où l'obligation de continuer à collaborer avec les nations étrangères. Absolument. Qui pourtant sont dénoncées par les populations. Non, pas toutes les nations étrangères. Et de moins en moins bien vues par les peuples. Ça, c'est vrai. C'est vrai. Et c'est vrai que beaucoup de forces tampons, beaucoup de forces d'interposition, beaucoup de forces de maintien de paix ou beaucoup de forces de lutte contre le terrorisme sont de moins en moins bien vues par les populations, c'est vrai. Et beaucoup de ces forces aussi commettent beaucoup d'exactions sur la population civile, c'est vrai. Mais quelque part, est-ce que les peuples africains aujourd'hui sont suffisamment prêts pour observer le décrochage de l'assistance de ces forces-là? Du point de vue militaire, ne serait-ce qu'en termes de stratégie, est-ce que nous sommes prêts? Je ne vous parle pas encore de technologie, je ne vous parle pas encore d'armement de haut niveau, je vous parle simplement d'organisation et de discipline de nos armées, où j'ai souvent rappelé que la lutte contre le terrorisme est une question de sécurité et non une question de défense de l'intégrité du territoire, et qu'il y a des unités spécialisées qu'il faut former à cet effet. Dans les pays occidentaux, qui ont essuyé plusieurs fois les affronts des terroristes, il y a des corps où on recrute des jeunes au bas âge, 18 ans, 20, 22 ans, qu'on forme sur la durée, qui sont spécialisés dans la lutte contre le terrorisme, qui développent des réflexes en matière de comportement en milieu ennemi, en territoire ennemi qu'on ne connaît nullement. Donc je crois qu'il faut également tenir compte de tout cela. Patrick Amanpoyon, pour nous. Mot de fin, je voudrais dire simplement que nous allons à une élection très ouverte, mais avec un favori de taille, et c'est à M. Ousmane de faire tout pour pouvoir rattraper son retard. Sinon, les jeux sont faits. Vous êtes Aimé Tiefa, sociologue, expert en stratégie de développement. Face à vous, Patrick Amanpoyon, coach en politique de développement et gestion de crise. Merci de nous avoir suivis. C'était notre première mission pour le compte de l'année 2021. Nous présentons donc nos voeux à tous nos téléspectateurs. Merci de nous rester fidèles.